Les seules entreprises pour le moment qui ont essayé de totalement remplacer l'humain avec l'IA, c'était déjà des entreprises qui n'avaient pas un bon customer care, qui avaient déjà peu de valeur par rapport à ça, et ça a continué à être médiocre en fait. Il y a des secteurs où les gens voudront des humains, dont pas parler à des robots. Par exemple, moi je ne ferais pas confiance à un robot pour me conseiller sur des cosmétiques. Le customer care, à mon avis, et puis là dans les années à venir, ça va être ce qui va apporter le plus de rentabilité à une entreprise. Rien qu'en termes de fidélisation, de reconversion, c'est des choses qui sont pas assez travaillées. Ça représente déjà 20% de mon chiffre d'affaires, juste la fidélisation client. Bon, Dorian, c'est trop cool qu'on te reçoive sur Derrière la Bulle. Il y a plein de sujets dont on va pouvoir parler, notamment par rapport à l'IA dans le secteur de la relation client. Avant de parler de ça, du coup, tu m'en parlais un petit peu rapidement en off, mais toi, comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser au care? Alors, j'ai commencé à m'intéresser au care un peu par défaut. Moi, j'ai arrêté mes études à 19 ans. C'est pas un exemple, mais c'était un environnement qui était plus du tout fait pour moi. Donc après le bac, avec une tentative un petit peu avortée de poursuivre les études supérieures, j'ai arrêté. En 2 semaines, j'avais trouvé du boulot. Donc au départ, en tant que conseillère en boutique, en fait, dans des magasins de prêt-à-porter haut de gamme, dans des quartiers chics de Paris. Et en fait, pendant quelques années, j'ai enchaîné les boulots comme ça dans différentes marques françaises, toujours en tant que conseillère de vente et avec cette approche de la relation client qui était très à la française, avec une certaine distance, avec une sorte de hiérarchie où le client est un petit peu placé au-dessus de toi, etc. Enfin, avec le côté un peu luxe comme ça à la française. Et par la suite, j'ai toujours aimé ça en fait. Le contact avec les gens, les conseiller, puis j'aimais beaucoup la mode, les cosmétiques, etc. Donc conseiller des femmes toute la journée sur leur look, franchement ça me plaisait beaucoup. Par la suite, j'ai bossé pour une marque donc, de cosmétiques anglaise, donc Lush, et là j'ai découvert le customer care en fait à l'anglaise. Donc une philosophie totalement différente et j'ai encore plus accroché parce que là, il n'y avait plus d'hiérarchie. C'était plus le client au-dessus de nous, on est là pour le servir, c'était on est là pour créer une relation avec lui, quelque chose de sain, de bienveillant. On veut vraiment le bien du client et pas forcément qu'il achète à tout prix. Et ça correspondait vraiment à ma philosophie. Et donc, je me suis prise de passion pour le customer care à tel point que dans cette boîte, j'ai fait plusieurs jobs jusqu'à, comme on le disait juste avant, diriger le customer care de la marque pour la France, la Belgique et le Luxembourg, pour le digital. Et je participais aussi au développement européen du customer care. Donc, c'était passionnant. Ouais. Ok. Donc, c'est comme ça que je suis tombée dedans. Génial. On va pouvoir parler justement de ces différences culturelles qu'il y a entre les différents pays dans le secteur. Mais juste avant ça, toi, tu n'avais pas forcément du coup de préjugés sur ce que c'était que le service client. Genre, ça te faisait pas peur comme mot à la base? Ça me faisait pas peur, mais j'avais toujours été révoltée par le peu de services, justement en francophonie, en règle générale, surtout en France. Quand on appelle un service client pour un problème de SAV ou même pour un conseil, etc., on sait malheureusement que dans 50% des cas, on ne va pas être bien reçu. On va devoir patienter des heures, on va avoir quelqu'un au bout du fil qui, le pauvre, sa journée, elle est déjà hyper intense, donc avec toutes les personnes qu'il a au téléphone pour son problème électrique ou je ne sais quoi, il en a marre, donc on sent qu'on n'est pas trop bien accueilli. Même dans les boutiques, les magasins, etc., il y a quelque chose qui manquait, et ça m'a toujours énervée de me dire, mais je ne comprends pas pourquoi... il y a ça en France, alors que, comme tu disais, quand on voyage, ou quand j'allais en Angleterre, j'allais beaucoup en Angleterre, surtout avec mon travail chez Lush, mais je voyais tout de suite la différence, rien que dans un salon de thé. Enfin, rien que ce genre de choses, je voyais la différence de soins, de care qu'on pouvait apporter à l'être humain, en fait, en général. Et c'est ce que j'ai voulu un peu amener, moi, avec mon activité entrepreneuriale, plus ce care un peu pur, entre guillemets, en France, quoi. Tu as un exemple ou une anecdote de, je sais pas, un service client qui t'a marqué à l'étranger, où tu t'es dit ah ouais, waouh, genre ça c'est fort par rapport à ce qu'on fait nous? Ouais. Alors c'était dans une compagnie aérienne et c'était avec Singapore Airlines, franchement une des meilleures compagnies que j'ai pu prendre. Et je me souviens que ils n'avaient pas eu les informations par rapport au meal, donc au repas qu'on devait prendre dans l'avion. Ça n'avait pas été transmis. Et en fait, dès qu'on s'est assis, mon mari et moi,
Une hôtesse est venue nous voir et elle est venue s'excuser. Je suis vraiment désolée, j'ai pas les informations. Je voulais pas vous embêter avec ça. Et en fait, il y avait ce côté. Puis on lui a dit mais non, vous nous embêtez pas. Qu'est-ce que vous voulez, etc. Je vous mets le petit autocollant pour qu'on vous apporte bien le bon repas. Elle est revenue nous voir plusieurs fois dans la journée après les repas. Est-ce que c'était bon? Est-ce que ça vous a plu? Encore désolée qu'on n'ait pas pu prendre. Enfin, et il y avait ce côté de je me soucie de leur bien-être. Et là, je me suis dit ah ouais, ça c'est du service. Enfin, pour avoir pris d'autres compagnies aériennes, c'était on n'a pas les infos, voilà ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux, et puis basta. Alors que là, il y avait ce truc de ok, on a le sentiment qu'elle se soucie vraiment de si on est content ou pas en fait de ce service. Comment t'expliques qu'en France, on n'est pas forcément ça? Je pense qu'il y a un petit côté culturel français qui parfois peut être un peu apprécié aussi. Je sais pas. Parce que c'est pas un problème d'éducation. En général, quand même, la France, c'est quand même un pays qui est réputé pour l'éducation, etc. Je pense que c'est peut-être dans le... je sais pas, dans la mentalité en général et peut-être les conditions de travail aussi. Parce qu'il y a certains secteurs, restauration, ou même les plateformes téléphoniques, etc. Je pense que le problème à la base vient aussi du care qu'on apporte aux équipes. Et qu'on apporte aux gens qui travaillent. Et en fait, quand il y a un manque de care envers les équipes, forcément, c'est très difficile d'offrir ce care aux clients. Quand nous-mêmes, on n'est pas bien traités, on n'a pas forcément envie, ni la motivation, ni les bons exemples pour bien traiter les autres. Et je pense que, au final, ce serait ça le plus gros problème, je pense, dans les entreprises, que ce soit du secteur public ou privé. Et on le voit très bien, les entreprises qui traitent super bien leurs salariés, qui ont des beaux avantages, des belles conditions de travail, ils sont beaucoup plus performants. Leurs clients sont beaucoup plus heureux que d'autres entreprises où le traitement n'est pas le même. Ouais, clairement, totalement d'accord. Toi, du coup, aujourd'hui, tu as une communauté où tu fédères plusieurs personnes sur ce sujet-là. C'est une communauté francophone? Oui, principalement francophone. France... Québec aussi un petit peu. Justement, tu vois des différences sur la perception du care entre, je sais pas, les Québécois par exemple et les Français? Il y a des similitudes, mais c'est vrai que les Québécois, ils ont ce côté un peu plus américain du care. Je pense qu'il y a un peu plus de care que chez nous, mais ils remarquent aussi souvent les mêmes problématiques aussi. Et justement, aux États-Unis, c'est perçu comment le care? Il y a beaucoup plus de... C'est un peu comme en Angleterre. Fait de façon différente, mais pour moi-même utiliser des outils américains, par exemple, je vois très bien que quand on leur écrit, dans leur façon de parler, dans leur façon de nous aborder, il y a un côté très friendly. Donc déjà, il n'y a pas on a l'impression qu'il n'y a pas de distance. Parfois, on a l'impression de parler à un ami. C'est « Hey, Dorian, je suis là pour régler ton problème, dis-moi qu'est-ce qu'il y a ?» Et puis moi, j'aime beaucoup cette proximité. Puis en plus, dès qu'on parle en anglais, forcément, il n'y a pas de vouvoiement, alors qu'en français, automatiquement, dès qu'on s'adresse à quelqu'un qu'on ne connaît pas, il y a le vouvoiement qui met une distance, chose qui n'existe pas en anglais. Donc je ressens un peu la même chose qu'en Angleterre, le côté très friendly, très proche, mais toujours avec beaucoup de respect, mais avec ce côté de on se soucie vraiment de là, tu viens nous apporter un problème, on se soucie réellement de le régler jusqu'au bout, et pas de repasser la balle à un autre service qui va nous repasser la balle à quelqu'un d'autre, etc. C'est « Ok, je vais chercher, je vais devoir contacter quelqu'un d'autre, je vous laisse patienter un instant, ou alors je vous rappelle. » Et à chaque fois, ils le font, en fait. C'est-à-dire qu'ils nous déchargent mentalement, et ça, c'est important aussi, ils nous déchargent mentalement de la résolution de problèmes. Alors qu'en France, en règle générale, on remarque qu'on est toujours, nous, en tant que clients, chargés mentalement de régler nos problèmes. C'est-à-dire... Vous avez un problème avec votre four, ok, vous n'êtes pas au bon service, appelez tel service, dites-leur telle information, etc. On appelle l'autre service et ok, vous devez commander telle pièce, vous devez ci, vous devez ça. Alors que d'autres services, même si c'est payant, on peut faire ça pour vous, il faudrait juste une charge de X parce que on doit commander des pièces, etc. Mais on gère tout pour vous. Et il y a cette différence aussi, je trouve. En France, c'est plus eux qui se déchargent du problème. C'est ça. Ça. Ça vient d'où le mot care, justement? J'imagine que c'est anglais, mais il y a eu une transition entre service client et care, ou comment ça s'est... Pour moi, totalement. Quand je travaillais pour des entreprises françaises et qu'on parlait vraiment de service client, il y avait ce côté très SAV, service après-vente et résolution de problèmes. On avait le sentiment que le service qu'on devait apporter à un client, c'était uniquement
pour résoudre quelque chose de pas cool et que forcément il vient, il est pas content, etc. Quand j'ai découvert en fait la philosophie, parce que pour moi c'est ça, le customer care, c'est vraiment une philosophie, et le mot care qui veut dire le soin, vraiment c'est pas juste du service, qu'on dit aussi customer service en anglais, mais le mot care il était hyper important pour moi parce que ça représentait ce dont moi j'avais besoin en tant que cliente, mais aussi ce que moi j'avais envie d'offrir aux clients, aux prospects, etc. De vraiment montrer aux gens qu'on veut prendre soin d'eux. C'est pas juste du service parce que c'est le business, mais il y a aussi le côté humain qui rentre dans l'équation, qui est hyper important pour moi. C'est bien, je trouve, qu'on ait changé cette appellation, même si, bon, après, ça reste quand même ça reste un mot et ce qu'il y a derrière, c'est souvent la même chose. Je pense que c'est pas parce que le mot a changé que les pratiques ont radicalement changé. Mais je trouve ça bien qu'on ait changé cette appellation-là. Et c'est bien aussi pas pour démocratiser, mais pour populariser ce que c'est que prendre soin justement des personnes avec qui on traite. Tu penses que ça restera toujours un sujet de niche, le service client, le care, ou alors que ça peut se populariser, comme je le disais, au même titre que par exemple le marketing ou la vente, justement? Ça va se populariser. Tu sais, quand j'ai lancé mon activité en 2018, quand on faisait des recherches sur le service client en règle générale en France, on tombait que sur des blogs pas du tout glamour, assez vieillots, et à chaque fois, alors je vais caricaturer, et je ne vise personne, mais à chaque fois les personnes qui en parlaient, c'était toujours des cadres sup en costard cravate, les cheveux grisonnants, des hommes en règle générale, il y avait très peu de femmes, et je me suis donné une mission, je me suis dit je veux rendre plus glamour le terme, l'univers du service client. Et à ce moment-là, j'ai fait un vrai travail sur quel mot je vais utiliser. Et j'ai été confrontée à Customer Care, c'est anglais, on va dire qu'on utilise beaucoup d'anglicismes dans l'univers du digital, etc. Mais en fait, je n'ai pas trouvé d'autres termes pour rendre un peu hommage, l'hommage que le Customer Care mérite. Et ça a été ma mission, en fait, depuis 2018, d'utiliser que ce terme pour qu'il devienne, en fait, la norme et qu'on fasse la différence entre le service client, service après-vente et le customer care qu'on peut intégrer à une entreprise qui s'infiltre partout en fait. Il s'infiltre dans le marketing, dans les phases d'avant-achat, pendant l'achat, après l'achat, avec la fidélisation aussi. C'est quelque chose qui, comme de l'eau, qui s'infiltre partout dans une entreprise et c'est en train de se démocratiser et je pense que ça va après devenir quelque chose d'hyper normal. Et j'espère, c'est un peu ma mission aussi avec mon entreprise, que ça devienne normal pour n'importe quelle entreprise, entrepreneur, de se dire ok, niveau customer care, qu'est-ce que je mets en place, comment je prends soin de mes clients, comment je pense leur parcours chez moi pour qu'ils se sentent bien, pour que déjà ils aient des émotions positives, parce que c'est ça aussi l'expérience client qu'on souhaite, c'est qu'ils ressentent des émotions positives et qu'en même temps ça profite à mon business. C'est super intéressant ce que tu dis. En fait, tu as plus cet aspect de culture derrière le care. C'est ça. Ok. Le problème, c'est que c'est pas forcément simple c'est difficile, j'ai l'impression, de donner des conseils en customer care. Parce que c'est quand même quelque chose d'humain à la base, de bien se comporter, d'être respectueux, d'être gentil. Comment est-ce que toi, dans ton contenu, par exemple, tu mets en avant ces conseils que tu donnes? Ou alors, comment est-ce que tu apportes justement cette nouvelle vision? Comme tu dis, c'est vrai que le customer care, à la base, c'est du bon sens. Et souvent, quand j'explique certains concepts, on me dit oui, en fait, c'est logique, ça coule de source. Le problème, c'est que c'est quelque chose de tellement impalpable qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça ne va pas parler comme ça. Elles ont besoin d'un cadre, elles ont besoin de stratégie, parce qu'il y a aussi pas mal de stratégies. Donc, en fait, moi, je vais venir apporter de l'organisation et du cadre à comment, justement, offrir du customer care. Parce que moi, je m'adresse à la base aux entrepreneurs, souvent qui sont seuls ou en toute petite équipe. Ils ont énormément de tâches à faire et à gérer eux-mêmes. Et souvent, le customer care, ça ne vient pas en priorité dans leur esprit parce que pour eux, c'est une dépense de temps ou d'argent supplémentaire. Et ils ne le voient pas forcément comme quelque chose de rentable à la base. Donc, mon but, c'est de leur amener les outils, les techniques, les systèmes d'organisation pour que le care soit perçu comme quelque chose d'implémentable hyper facilement et de rentable aussi. Donc, il va y avoir des systèmes comme les templates de réponse, comme une organisation te fixer des KPI aussi, des indicateurs qualité,
quel délai de réponse tu veux offrir dans ton entreprise, quel taux de satisfaction tu aimerais obtenir, quel taux de recommandation, le NPS aussi, tu aimerais avoir, ton taux de fidélisation. Si tu as d'autres produits à vendre derrière, à quel point tu aimerais que tes clients rachètent derrière chez toi, etc. Et tout de suite, quand on pose des chiffres, quand on pose un cadre sur quelque chose qui paraît naturel, mais c'est beaucoup plus facile de le mettre en place parce que, en fait, dans un business, rien n'est simple. Même des choses qui paraissent évidentes, quand tu dois les structurer et puis les délivrer, c'est pas aussi facile que quand on y pense. Donc, c'est bien d'avoir ce cadre et cette structure quand même qui va aider les entreprises et les entrepreneurs à implémenter le customer care qu'ils souhaitent pour provoquer les bonnes émotions parmi leur audience, leurs prospects et leurs clients aussi, en fait. Tu as des exemples d'entreprises qui ont justement réussi ou qui doivent une grosse partie de leur succès grâce au care? Est-ce que j'ai le droit de citer la mienne? Tu peux, bien sûr, oui. Je vais citer juste mon produit du campus Customer Care, donc qui forme des personnes à devenir Customer Care Manager, donc en reconversion professionnelle. Et donc forcément, j'ai pensé le truc à ce que jusqu'à la fin de la formation, les gens se sentent bien et aient envie de terminer, parce que ça demande quand même beaucoup de boulot d'apprendre un nouveau métier. Et les retours que j'ai et le succès est dû aller à 80% au care et au suivi qu'on met en place dedans. Il y a aussi une autre entreprise, donc là je vais parler surtout des entreprises dans le milieu du business en ligne, l'entreprise de Beboost aussi, d'Aline Bartoli, qui vend également des formations en ligne et qui a implémenté le care, elle, dès les premiers pas de son business. C'était un objectif qu'elle avait et ça se ressent. Enfin, ça se ressent, la communauté qu'elle a créée, etc. C'est... Pour moi, en grande partie, j'avais fait un épisode de podcast avec elle d'ailleurs, comment le Customer Care avait pu emmener son entreprise aussi loin. Donc, dans le business en ligne, il y a ces exemples-là qui me viennent en priorité. Et en termes de e-commerce, alors c'est un exemple qui ne va pas du tout être connu parce que c'était une petite boutique dont j'ai oublié le nom au fin fond du Minnesota aux États-Unis. Et en fait, c'était une créatrice et une revendeuse de matériel de papeterie. Et elle avait un customer care tellement énorme que sa petite boutique, en fait, elle livrait partout dans le monde. Elle livrait vraiment partout dans le monde. Et je me souviens, une fois, j'ai fait une commande chez elle. Alors, c'est pas très écologique, mais bon, à l'époque, j'étais plus jeune et je pensais pas à ça. Et je reçois le mauvais produit. Donc je la contacte et je lui dis je suis déçue, c'est pas le bon produit, etc. Je te le renvoie, est-ce que je peux être remboursée ou avoir le produit que j'ai commandé? Et je me souviens qu'elle m'avait répondu mais non, c'est moi, désolée, les frais de transport vont te coûter plus cher que le produit en lui-même, garde le produit, offre-le à quelqu'un d'autre et moi je te renvoie le bon produit. Et en fait ce geste, je m'étais dit ouais, ok, je comprends pourquoi elle a autant de succès et pourquoi sa boutique est aussi connue. Malheureusement je crois que ça n'a pas survécu au Covid par la suite, mais... Ok. Ouais, tu as cette notion de vouloir faire plaisir. En fait, limite de mettre de côté le business, c'est ça qui est intéressant dans le customer care. Parfois, oui. Ouais. Mais c'est ça qui est rentable, parce qu'elle a peut-être perdu $20 sur un agenda, mais au final, on recommande. Enfin, bien sûr. On rachète pas. Puis t'en parles. Et puis on en parle. C'est ça. Ce podcast est sponsorisé par Crisp. Il y a un défi que la majorité des entreprises rencontrent, c'est le fait d'être submergé par les messages et d'avoir du mal à y répondre rapidement. Et Crisp, c'est la solution à ce problème. En centralisant tous vos canaux de communication au sein d'une même plateforme, en automatisant des réponses avec des chatbots et en créant une base de connaissances pour rendre vos clients autonomes, Crisp vous assure que chaque personne se sente entendue et aidée en un rien de temps. Et si vous souhaitez savoir ce qui rend Crisp vraiment spécial, voici quelques arguments. Des tarifs super attractifs avec une offre gratuite pour ceux qui se lancent, une adaptabilité à tous les secteurs d'activité, et pour couronner le tout, c'est du Made in France. Alors si vous souhaitez transformer votre relation client et offrir une expérience hors norme, cliquez sur le lien dans la description et démarrez votre aventure avec Crisp. La description de Derrière la bulle, c'est un podcast qui parle de technologie pour les humains. Donc là, on parle beaucoup de valeurs humaines, justement, avec le care. Le care, c'est ça à la base. Ouais. Là, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'impact de la technologie sur le milieu, justement. En 2023, il y a l'IA qui a explosé, notamment avec ChatGPT. Comment est-ce que toi, tu vois l'impact de l'IA sur le secteur ? Alors, pour le moment, en tout cas en France, j'ai pas l'impression que c'est un gros impact, dans le sens où, pour côtoyer tous les jours des professionnels de la relation client, on se rend compte qu'on va toujours beaucoup plus vite en faisant les choses nous-mêmes. Je te prends un exemple pour une résolution de problème. On va lire le problème, on trouve beaucoup plus vite la solution
et on arrive à la mettre toujours beaucoup plus vite en forme qu'en allant demander à une IA. Et j'ai fait le test pour vraiment voir si j'allais le proposer ou le conseiller vraiment pour le customer care. Et en fait, le temps qu'ils me sortent la bonne solution, vraiment adaptée à la problématique, et ensuite que je remette en forme par rapport au branding de l'entreprise, etc., parce que même avec les bons prompts, il y a toujours des choses à corriger. En fait, on met 2 à 3 fois plus de temps, en tout cas pour la résolution de problèmes, en utilisant l'intelligence artificielle quand on est professionnel du customer care, donc quand on est déjà formé, etc. Pour quelqu'un qui n'a pas du tout de formation et c'est pas son job, clairement, oui, ça va l'aider. Mais pour nous, en tout cas, professionnels, pour le moment, ça reste encore beaucoup plus rentable de nous utiliser, nous, êtres humains, plutôt que l'intelligence artificielle. Par contre, je pense que ça peut nous faire gagner beaucoup de temps sur d'autres éléments. Par exemple, quand l'humain ne peut pas être là, tu vas avoir un chatbot avec une intelligence artificielle hyper bien paramétrée, et puis même, tu sais, un peu gamifié, tourner un peu en petite mascotte ou ce genre de choses pour aussi être transparent, dire aux gens, bah voilà, c'est pas un humain, là, c'est la mascotte. Enfin, je vais te prendre mon exemple. Moi, j'ai un petit écureuil qui est mascotte de ma formation. Bah, voilà, demain, ça va être le petit écureuil qui va parler peut-être le soir et le week-end, ou la nuit et le week-end, quand nous, on ne pourra pas être disponible, et laisser l'opportunité aux gens de dire bah oui, je veux bien parler au robot, à la mascotte, ou alors je préfère attendre demain qu'on me recontacte et qu'un être humain me contacte. Donc, je pense que ça peut être bien pour laisser du choix, pour gamifier, pour nous remplacer quand on ne peut pas être disponible, ou alors pour nous aider sur des tâches annexes. Ok. Sur des tâches annexes, je sais que, à titre personnel, j'utilise ChatGPT parfois, ou même d'autres outils d'IA pour créer des images, pour illustrer certains propos, et que, par exemple, je vais mettre dans les newsletters ou en communication sur les réseaux sociaux. Et il y a des choses, par exemple, qui font partie du branding d'une entreprise qu'on ne peut pas trouver comme ça sur Google ou des GIFs, etc. Donc, c'est cool de pouvoir utiliser des générateurs d'images pour connecter encore plus avec son audience, avec ses prospects, à travers, parfois, c'est des private jokes entre une audience et une entreprise. Donc, pour tout ce qui est annexe, ça peut aider. Et à titre perso, dans mon business, j'utilise l'intelligence artificielle pour m'aider à rédiger des pages de vente, parfois certains articles, pour m'aider à faire certains calculs parfois, je dois l'admettre, parce que je ne suis pas très, très forte avec ça. Mais pour le customer care en lui-même, pour le moment, je ne l'ai pas trouvé si efficace que ça, en tout cas quand on est professionnel de la relation client. Ok. Il y a plein de choses sur lesquelles rebondir là. Déjà, par rapport au chatbot, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont mal configuré leur chatbot. C'est ça. Pour qui c'est un problème. L'IA, ça pourrait pour toi apporter quelque chose, une sorte de solution à ce problème-là? Ou alors, ça peut encore plus fracturer les choses, dans le sens où ça peut être encore plus catastrophique, ou alors ça peut réparer, entre guillemets, certains chatbots. Après, l'IA, c'est un outil. Ouais, c'est vrai. Comme n'importe quel outil, s'il est bien utilisé, ça va propulser un business. S'il est mal utilisé, si c'est fait... Enfin, voilà, on ne va pas les citer, mais le chatbot d'une entreprise ferroviaire française, quand on l'utilise, on a juste envie de jeter son téléphone par terre. Donc là, par exemple, pour moi, c'est un gros fail. Puis il y en a d'autres aussi où ça reste très basique, où le truc, il ne comprend pas ce qu'on veut. Et en fait, on ne peut pas écrire, on doit juste cliquer sur des choses, mais il n'y a pas les choix dont nous, on a besoin. Enfin, ça nous fait perdre du temps. Et ça, c'est une des pires choses qu'une entreprise peut faire à ses clients ou à ses prospects, c'est lui faire perdre du temps. Si quelqu'un a le sentiment de perdre du temps, qu'on ne cherche pas à le comprendre, il va aller chez le concurrent. Il va aller voir si quelqu'un d'autre ne peut pas mieux le comprendre et plus rapidement, en fait. Et puis même pour elle, en plus de ça, elle perd du temps. Donc. C'est ça. Mais je pense que l'IA, même aujourd'hui avec ce qu'on a, et puis dans le futur, ça sera encore mieux, bien paramétré, avec quelqu'un qui est expert là-dedans, parce qu'effectivement, moi, demain, tu me donnes une IA à paramétrer, je suis pas du tout experte là-dedans, donc il faudra aussi faire appel à des talents, des personnes formées spécifiquement pour ça, lui dire tout ce qu'on veut, lui dire voilà comment je veux que mes clients soient accueillis, toutes les réponses aux questions qui peuvent se poser, leur fournir une base de données hyper précise avec plein de cas de figure différents, en disant s'ils disent ça, en fait la solution c'est ça, et puis s'il rebondit là-dessus, en fait il faut lui proposer ça, et puis si ça il n'est pas d'accord, il faut voilà, il y a un gros travail aussi, je pense, de données à fournir. Et ça, je pense que beaucoup n'en ont pas conscience aussi pour bien paramétrer un chatbot et une intelligence artificielle. Mais une fois que ça c'est fait, je pense qu'il peut y avoir des chatbots
hyper performant, et puis comme je te disais, même drôle, enfin, quelque chose qui apporte... parce que je trouverais ça dommage de vouloir l'utiliser juste en remplacement de l'humain. Je pense que l'IA, il faut l'utiliser pour ce qu'elle est, ne pas le cacher, donc que ça reste transparent, et pour apporter quelque chose en plus, donc comme je disais, de la gamification, du fun, ou en faire une entité à part de l'entreprise. C'est pour exploiter toutes ses forces, en fait. Totalement. Tu as des exemples d'outils, justement? Tu parlais d'outils qui permettent de paramétrer de l'IA sur des chatbots ou autres. Tu as des exemples d'outils en tête? Crisp. Je suis cliente chez Crisp, donc pour le coup... Alors nous, on ne l'a pas encore mis en place et on ne l'a pas utilisé, justement parce que je sais que ça demande beaucoup de boulot en amont, et que pour le moment, je sais qu'on n'a pas la bande passante pour le faire. Mais je connais celui-ci. Et comme moi, tu vois, dans mon entreprise, ce n'est pas un objectif, en tout cas à court terme, d'intégrer l'intelligence artificielle à ce point-là. Moi, j'aime beaucoup l'humain, et puis je forme des humains en customer care. Donc quand j'ai besoin de renfort customer care, etc., j'embauche de l'humain, enfin, je recrute de nouvelles personnes. Et pour moi, ça reste encore plus efficace. Okay. C'est ce qui reste encore plus efficace. Pour moi, ce sera vraiment un complément, l'intelligence artificielle, comme je te le disais. Mais oui, il y a Crisp. Il y a peut-être aussi des outils comme ManyChat. Alors après, je ne sais pas si on peut parler d'IA ou d'automatisation plus. C'est la question que j'allais te poser, justement. Toi, vu que du coup, tu n'as pas forcément... mis les deux pieds dans l'IA à fond et que tu prends un peu plus ton temps pour bien faire les choses, j'imagine que tu as quand même fait des automatisations dans le passé. C'est quoi les automatisations que tu as mis en place? Ah oui, les automatisations, mais je fais vraiment la différence, tu vois. Pour moi, les automatisations, c'est pas de l'intelligence... Enfin, peut-être que ça en est, dans le fond, mais pour moi, c'est pas de l'intelligence artificielle. C'est pas quelque chose qui va réfléchir à ta place. Nous, on utilise Zapier ou Make, par exemple, pour automatiser... tout un tas de choses dans notre entreprise, dans le sens où quand quelqu'un va investir dans une formation, il y a une automatisation qui va faire partir un email, une autre qui va lui donner les accès à la plateforme de formation, les accès au groupe Discord, etc. Donc en fait, voilà, c'est des liens qui sont faits entre différentes plateformes, différentes actions, qui va envoyer X semaines plus tard le questionnaire de satisfaction. Enfin voilà, des automatisations dans ce sens-là. Pareil pour la facture. Quand quelqu'un va régler chez nous, on n'a pas envie qu'il attende de nous demander de la facture ou qu'on lui envoie à la fin du mois. Donc on a une automatisation où la facture elle s'envoie automatiquement avec un autre outil encore. Voilà, donc pour moi c'est ça en fait, c'est éviter des tâches manuelles qui pourraient être attribuées au customer care, envoyer une facture par email et remercier la personne. On va l'automatiser. Dans certaines automatisations, on peut ajouter de la personnalisation aussi. Enfin, toutes les automations qu'on peut connaître avec les outils de mailing list, first name goes here, enfin voilà. Donc pour le moment, ça fait le job en tout cas en termes de réactivité. Puis justement, ça apporte de la réactivité. Est-ce que ça, on n'en a pas parlé, mais dans le care, c'est hyper important aussi. On en a un petit peu parlé dans le sens où on ne veut pas faire perdre du temps aux gens. Donc le fait que tout de suite, grâce à une automatisation, la personne clique sur payer, elle puisse avoir tout ce dont elle a besoin, sans attendre, dans sa boîte mail, ça je trouve que c'est indispensable. Clairement. On avait reçu Shubham ici, qui partageait du coup pas mal d'infos par rapport à ça, et qui fait un travail énorme sur tout ce qui est automatisation. Donc, c'est cool par rapport à ça. Tu as entendu parler de l'intelligence artificielle générale? C'est-à-dire? L'intelligence artificielle qui est à la limite considérée comme consciente. On n'y est pas encore, mais peut-être qu'on y sera un jour. Les avis sont partagés. Toi, c'est un sujet qui te fait peur, ça, le fait qu'il y ait une intelligence artificielle qui puisse vraiment percevoir les émotions ou véhiculer des émotions auprès de ses utilisateurs? Comme je te disais, peur, non. Ça dépend comment ça va être utilisé, en fait. Je pense que s'il y a des progrès, si la technologie avance, etc., c'est pas un hasard. Enfin, je pense que rien de ce qui arrive dans le monde n'est un hasard, que ce soit de bonnes ou de mauvaises choses. Et l'intelligence artificielle, ça va dépendre de ce que les humains vont vouloir en faire. J'avais vu des émissions et des reportages sur des robots qui peuvent aider médicalement parlant dans les hôpitaux, ce genre de choses, etc. Donc je me dis, est-ce que ça pourrait pas être une bonne chose? Je pense on peut faire plein de belles choses avec l'intelligence artificielle. Après, la nature de l'être humain nous a prouvé avec le passé et l'histoire qu'il prend pas toujours les bonnes décisions par rapport à la technologie, mais rien qu'à voir avec le nucléaire, par exemple, pour faire un parallèle.
Ça va dépendre de ça. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Si on peut et si on est des acteurs de ce secteur, je pense qu'il faut réfléchir dès maintenant, donc ce qui n'est pas mon cas, mais là je m'adresse aux professionnels qui sont dans le monde de l'IA, de se dire ok, si ça arrive, moi qu'est-ce que j'aimerais que ça apporte au monde, quel impact j'aimerais que ça apporte au monde, est-ce que je peux faire en sorte que ça apporte quelque chose de bien. C'est vraiment commencer à se questionner dès maintenant sur ce genre de questions philosophiques existentielles. Ouais. Mais t'es pas inquiète par rapport à ton métier ou au métier de Customer Care? Non, parce que, et on en avait parlé avec Baptiste, justement le cofondateur de Crisp, les seules entreprises pour le moment qui ont essayé de totalement remplacer l'humain avec l'IA, c'était déjà des entreprises qui n'avaient pas un bon Customer Care, donc qui avaient déjà peu de valeur par rapport à ça, et ça a continué à être médiocre en fait. Ça a simplement continué à être médiocre. Donc sincèrement, je ne pense pas qu'on pourra remplacer l'humain parce qu'il y a aussi les besoins et la demande des clients. Alors après, ça dépend clairement des entreprises et des secteurs. Un e-commerce de vente de pièces automobiles, bon là oui, peut-être qu'une IA pourra faire l'affaire pour conseiller les pièces selon le problème de sa voiture, par exemple. Ouais. Mais il y a plein d'autres secteurs où l'humain ne pourra pas être remplacé parce qu'on a besoin de la nuance, des transmissions d'émotions aussi, et du care, justement, que seul un humain peut apporter. Et puis, il y a des secteurs où les gens voudront des humains, ne voudront pas parler, quand je dis les gens, c'est les clients ou les prospects, ne voudront pas parler à des robots. Par exemple, moi, je ne ferais pas confiance à un robot pour me conseiller sur des cosmétiques. J'aurais envie de quelqu'un qui ait testé les produits, qui puisse me parler de la texture, au bout de X semaines, qu'est-ce que ça a fait sur sa peau, etc. Donc, je pense qu'il y a plein de secteurs où ça ne pourra pas être remplacé. Ce sera une aide. Je pense qu'il va y avoir énormément de changements et d'évolutions. Mais je ne pense pas que le métier va s'éteindre. Et puis, il y avait eu ce débat aussi avec l'arrivée de ChatGPT pour les copywriters, les rédacteurs web, les graphistes aussi. Mm-hmm. Pour moi, l'IA, elle n'est pas, en tout cas maintenant, assez avancée pour remplacer tous ces métiers-là. Moi, quand j'essaye de rédiger une page de vente avec l'IA, ça va m'aider pour la base. On va dire que ça va me mâcher 20 à 30% du travail, mais il me reste encore 70% du boulot à faire après pour y ajouter tout ce qu'il faut. Et demain, je continuerai à déléguer ces choses-là à des êtres humains aussi, parce que pour moi, c'est pas assez performant encore. Peut-être qu'un jour, ça le sera, mais pour le moment, à mon avis, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ouais, bien sûr. Puis t'as beau être le meilleur ou la meilleure prompteur ou prompteuse au monde, il y aura toujours ce truc en plus que l'humain saura apporter par rapport à une IA. C'est ça. Donc ouais, totalement, je suis d'accord. Dorian, c'est trop cool. On a fait le tour un petit peu de tous les sujets que je voulais aborder. Il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, toi, pour conclure? Ouais, toujours ma propagande pour le Customer Care. Vraiment, pensez-y dans vos entreprises et pas juste en termes de il faut le faire. C'est une tâche. On est obligé d'avoir des actions Customer Care pour le service après-vente, pour conseiller les prospects. Le Customer Care, à mon avis, et puis là, dans les années à venir, ça va être ce qui va apporter le plus de rentabilité à une entreprise. Rien qu'en termes de fidélisation, de reconversion, c'est des choses qui ne sont pas assez travaillées la plupart du temps dans les entreprises, dans les business en ligne. Un exemple pour moi qui, pour le moment, est mis en place des choses supplémentaires que cette année, ça représente déjà 20% de mon chiffre d'affaires, juste la fidélisation client. Et dans le futur, moi, je vise des 50% ou voilà, ce genre de choses de CA juste avec le care. Et d'ailleurs, au début de mon activité, très clairement, les premiers produits que j'ai sortis, c'était 100% dû au care que j'avais mis en place. Des échanges que j'avais eus, des conversations dans lesquelles je m'étais investie pour vraiment bien conseiller les prospects, etc. Donc, vraiment voir ça comme un pôle de rentabilité. Et en plus, ça fait du bien humainement. C'est-à-dire qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre dans cette histoire. Donc, et apporter des émotions positives à ses prospects, son audience, ses clients. Et donc, je ne sais pas, peut-être que l'interaction qu'une personne va avoir avec vous dans la journée, vous ne vous rendez pas compte à quel point que si elle est excellente, c'est peut-être ça qui va lui apporter la petite lumière ou le sourire dont il avait besoin aujourd'hui. Donc, il y a ce côté humain qu'il faut vraiment considérer et se dire qu'en plus, en faisant ça, c'est rentable pour son entreprise. Donc, vraiment, ne vous en privez plus. Super.
Bah écoute, merci. On peut les rediriger où les personnes qui écoutent encore ou qui regardent cette vidéo jusqu'ici? Alors sur mon site, donc bakerbloom.com, sur mon Instagram aussi, Dorian Baker, où je partage pas mal, LinkedIn également, Dorian Baker, et le podcast Entrepreneur Care, donc, qui n'a plus de nouveaux épisodes aujourd'hui, mais il y a plus de 200 épisodes à écouter, donc si vous ne le connaissez pas, ils sont toujours à jour et d'actualité aujourd'hui. Trop cool. Bah, je mettrai tout en description. Merci beaucoup. Merci Léo. Dorian.